Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes. C'est la première édition de la semaine. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024 et nous sommes en direct de nos studios de Douala. Allons découvrir les principaux titres proposés par les journaux. D'abord, la nouvelle expression qui s'intéresse à la présidentielle de 2025, laborieuse coalition de l'opposition, titre la nouvelle expression. Le journal indique qu'à l'approche de l'élection présidentielle de 2025 au Cameroun, les dynamiques politiques laissent présager que l'unité de l'opposition reste un objectif difficile à atteindre. Alors que certains espèrent un front commun, les développements récents montrent que l'opposition se dirige en rang dispersé avec plusieurs figures politiques qui annoncent déjà fermement leur candidature. Vous aurez des détails en page 4 de la nouvelle expression. Le journal s'intéresse aussi à la longévité au pouvoir du président de la République, les secrets de Paul Biya. Un analyste politique qui fait l'autopsie du régime du renouveau énumère les astuces sur lesquelles le meilleur élève de la France s'appuyait pour dire crânement à un ancien président français que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il y a bientôt 10 ans, nous rappelle donc la nouvelle expression, la chronique du docteur Aristide Mono à lire en page 2 du journal. À la une du Messager, présidentielle 2025, Biya peut-il passer la main, s'interroge l'édition de ce matin, alors que des sources rapportent que l'absence prolongée du chef de l'État pourrait être liée à des problèmes de santé persistants. Le débat sur sa succession enfle. L'éditorial de Jean-François Chanon sur le sujet est à lire donc en page 2 du Messager. En pied une du journal, Prosper Koumvondo pour Akeremouna. Jeudi 8, l'ancien bâtonnier vient d'être investi par le parti Univers, une coalition d'organisations politiques. Vous aurez des précisions en page 12 du Messager. À la une du quotidien, émergence, crise anglophone, les coulisses de la chute de Lucas Ayabacho, titre le journal Émergence, qui revient donc sur l'arrestation du leader ambazonien il y a quelques jours du côté de la Norvège. Vous aurez d'autres détails en page 3 de Émergence. Et la nouvelle expression évoque également ce sujet, arrestation d'Ayabacho, aucune communication de Yaoundé. L'un des chefs des séparatistes anglophones a été arrêté mardi dernier sur la base d'accusations fondées sur ses diverses sorties sur les réseaux sociaux. Selon certaines sources, la Norvège et le Cameroun avaient conclu un accord de sécurité qui pourrait permettre l'extradition du leader séparatiste dans les prochains jours. Mais depuis son interpellation, c'est le silence radio du côté du gouvernement. Vous aurez des détails en page 5 de la nouvelle expression. À lire également dans l'édition de ce matin, ce sujet sur les conducteurs de moto et le gouvernement qui abandonne le secteur. Les mototaximens qui ont donc adressé un mémorandum au chef de l'État pour tenir sa promesse annoncée en 2013. Vous aurez des détails en page 4 de la nouvelle expression. À la une de mutation de ce matin, microbe à Douala. Opération désinfection, titre l'édition de ce matin. Les arrestations et rafles se multiplient pour mettre hors d'état de nuire les jeunes délinquants qui sèment la peur et la désolation dans la capitale économique. Détail en page 5. Et pour le bi-hebdomadaire indépendant, Iva Dibois, Syriac Vogo, guerre ouverte, titre le bi-hebdomadaire. Alors qu'une collégialité d'action de riposte face à la recrudescence du phénomène des microbes devrait servir de stratégie aux autorités administratives de la capitale économique, force est de constater qu'entre le gouverneur Samuel Iva Dibois et le préfet du Vouri, Syriac Marine Vogo, c'est le désaccord absolu. Les non-dits d'un antagonisme sans précédent à lire dans l'indépendant de ce matin. Et pour le Popoli, sur le même sujet, face au phénomène incessant des microbes à Douala, il va faire chaud, notre conseil, enfermez vos enfants à double tour chez vous, dit donc les policiers qui ont entamé des rafles depuis quelques jours dans la ville de Douala pour donc extirper des domiciles ces jeunes délinquants appelés microbes. Des détails dans le Popoli. À la une du Confidentiel, on s'intéresse à la lutte contre la corruption, la CONAC dépassée. Titre l'hebdomadaire, le Confidentiel, comme une hydre. La corruption au Cameroun se porte bien et très même en dépit des efforts et des moyens colossaux déployés par la Commission nationale anticorruption pour l'éradiquer. Le 26 septembre dernier, le président de cette institution, Dieudonné Massigams, a annoncé à l'opinion publique que les décisions du Conseil de discipline budgétaire et financière et celles du tribunal criminel spécial en 2023 ont laissé transparaître un préjudice de 114 milliards de francs CFA
subis par l'État du Cameroun du fait de nombreuses infractions. Ce montant est en nette augmentation par rapport à l'année 2022 où il était de 4,6 milliards de francs CFA. Comment peut-on alors connaître un gap de plus de 109 milliards de francs CFA alors qu'on dit lutter contre la corruption? S'interroge le confidentiel. Élément de réponse dans les colonnes de l'édition en kiosque. Sur le même sujet, l'économie quotidienne titre lutte contre la corruption. Le rapport inutile de la CONAC, publié depuis quelques années, il n'a pas réussi à faire changer les habitudes. Le dernier en date démontre que le phénomène s'enracine avec un préjudice subi par l'État à hauteur de plus de 114 milliards de francs CFA en 2023. En 18 ans d'existence, la Commission nationale anticorruption peine toujours à atteindre les objectifs à lui assignés. Des détails dans l'économie quotidienne. Et le journal Repère prend quelques exemples d'administrations concernées par la corruption, notamment les travaux publics, le MINAT, les marchés publics, corruption endémique, titre le journal Repère. À la une de l'heure du Sahel de ce matin, Roudmoura Dabanga Kousseri, les raisons du retard de la relance des travaux. Le ministre des Travaux publics a expliqué la complexité de la tâche sur ce projet routier au cours d'une conférence de presse tenue donc vendredi dernier à Yaoundé. Le quotidien bilingue gouvernemental Cameroun Tribune s'intéresse à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Une urgence selon Paul Biya, titre Cameroun Tribune, qui revient donc sur le discours prononcé par le ministre des Relations extérieures à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le journal Le Médium s'intéresse à l'incinération des déchets hospitalier. L'hôpital régional de Bafoussam pollue et étouffe les populations riveraines, titre le Médium. Une cheminée diffuse des fumées nocives dans la nature. Face à ce désastre environnemental, le professeur Georges Eno Orok, le directeur de cette formation sanitaire, reste silencieux. Alors qu'au Cameroun, fait savoir le journal, les dispositions législatives et réglementaires existent, mais leur mise en application est insuffisante. Dans certaines régions du Cameroun, les déchets hospitaliers solides simplement sont déversés dans des fosses à brûlage ou même rejetés dans l'environnement sans aucun traitement. Et donc on déplore ce cas à Bafoussam, à l'hôpital donc régional. Vous avez des précisions dans le Médium de ce matin. À la une de Sans Détour, Conseil international du cacao, le nouveau président dévoile sa feuille de route. Titre donc le journal Sans Détour qui revient sur la feuille de route du ministre Luc Magua Mbaga Atangana, donc relativement à ce Conseil international du cacao. À la une du journal Éco-Santé de ce matin, amélioration des soins de santé. Les professionnels de santé camerounais demandent une revalorisation salariale. Vous saurez pourquoi en parcourant Éco-Santé de ce matin. À la une du quotidien Le Jour, Coupe du Cameroun de football, Colombe remporte le trophée de l'édition 2024. L'équipe du Dia Lobo a battu Aigle Royal d'Amenois 1-0 à l'issue de la finale disputée hier, 29 septembre, au stade Omnisport Amadou Aïdjo de Yaoundé. Les réactions, c'est à lire dans Le Jour. Voilà donc pour la première partie consacrée donc au kiosque. Retour en studio, on a accueilli nos invités en plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kanga, bonjour Thierry Niopé. Ce matin, je donne un coup de chapeau aux forces de sécurité qui se déploient sur le terrain pour mettre hors d'état de nuire ces microbes-là qui sont devenus un peu plus gênants. Vraiment, il y a quand même des avancées et les populations ont bien reçu ça. Et ils ne demandent que ce évolue. Et je donne un coup de massue à Eneo qui a laissé une partie de Tito dans l'obscurité depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Depuis 3 jours. Depuis samedi matin, il y a une partie de Tito Bonateki en allant vers l'Absolu Bonateki qui reste dans l'obscurité depuis 3 jours. Voilà, on va accueillir donc sur ce plateau Thierry Niopé. Bonjour Thierry et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à Bernard Batana, pardon, à qui je renvoie la politesse. Bonjour aux téléspectateurs de la rue de Grande Une, que je retrouve avec beaucoup de plaisir ce matin. Voilà, on va donc commencer le décryptage de l'actualité ce matin avec ce sujet proposé par la nouvelle expression autour de la présidentielle de 2025 et cette laborieuse coalition de l'opposition. Bernard Batana, je commence par vous. Ce week-end encore, on a vu une coalition de partis investir Maître Akeremouna. Il y a quelques temps aussi, des partis politiques d'une certaine coalition présageaient de la candidature unique du professeur Maurice Kamto. On a entendu Cabral Libi de son côté, dans cette interview, dire qu'il sera présent en 2025. Est-ce qu'on est là dans l'émiettement finalement de l'opposition alors qu'on pensait à une possible coalition? Elle sera laborieuse comme dit la nouvelle expression? Je parle d'un postulat. En chaque leader de parti politique
sommeille un futur chef d'État. C'est-à-dire qu'il y a autant de chefs d'État postulants qu'il y a de partis politiques au Cameroun. Et comme cela n'est pas possible humainement, il y a cette idée de coalition des partis politiques. Et il me souvient que lors de l'ouverture démocratique, Frundi avait dit quelque chose qui avait choqué pas mal de leaders partis politiques. Il avait dit en substance, je ne discute pas avec les petits leaders. Et ces petits leaders sont montés. Ils ont fait chorus pour dire non, un leader, c'est un leader. Vous comprenez donc que lorsque ce décor est planté, vous comprenez donc que c'est difficile de concevoir une coalition de partis politiques qui peuvent parler d'une seule voix. Parce que lorsque vous vous retrouvez dans une coalition, chaque leader veut être le leader de la coalition. Et généralement, ça ne donne pas. Bon, nous pensons que cette fois-ci, avec cette avalanche de coalition qu'il y a, on pourra trouver un leader. Parce que tant qu'on ne trouve pas un leader pour challenger, en face, il y a une mastodonte qu'on appelle l'ORDPC. Les partis, les petites coalitions, enfin, les multiples coalitions ne peuvent pas faire le poids, du RDPC. On attend les leaders de partis politiques qu'ils s'unissent et qu'ils choisissent un pour challenger le RDPC. Et c'est ce qui est difficile. C'est pour cela que la nouvelle expression parle de laborieuse coalition de l'opposition. Mais moi je dis, comme je le dis toujours sur ce plateau, il faut que les leaders de l'opposition s'oublient pour que l'opposition reste inoubliable. Thierry Nopé, alors vous avez également suivi cette actualité ces dernières heures, ces derniers jours également. Est-ce qu'on est loin de cette coalition autour d'un candidat uni dans l'opposition? Oui, déjà c'est devenu comme un marronnier, hein, on a l'habitude d'en parler ici. Bernard a dit quelque chose à sa chute. Il faut que les leaders des partis politiques apprennent à s'oublier pour que l'opposition reste inoubliable. C'est indéniable. Si aujourd'hui des formations politiques de l'opposition ailleurs ont réussi, ou si l'opposition a réussi à faire bouger les lignes, je prends le cas sur le Sénégal qui a été magnifié, où on a vu l'arrivée de nouveaux visages, des jeunes à la tête de cet État, c'est simplement parce que il y a eu une coalition d'une centaine de partis politiques de l'opposition qui ont compris que face à la dynamique, à la lancée de Macky Sall et de ses ouailles, il n'était impossible pour eux de prendre la place ou d'évincer le candidat présenté justement par le président sortant. Donc, il a fallu faire cette mobilisation autour de certaines forces, notamment Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Donc, on peut dire que si les partis politiques de l'opposition camerounaise n'ont pas compris que le système actuel, où les gouvernants actuels feront des mains et des pieds pour demeurer au pouvoir, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Parce que même le code électoral a été bâti, taillé sur mesure pour Paul Biya. Donc l'opposition n'a presque pas de chance de faire bouger les lignes, surtout après près de 42 ans. En 42 ans, le régime a eu le temps de se métastaser comme un cancer. Il est suffisamment, je dirais, il est suffisamment bâti, il est suffisamment enraciné dans les coins et recoins du Cameroun. C'est l'une, ou sinon la seule formation politique représentée dans tout le Cameroun. Dans tous les coins et recoins du Cameroun, vous trouverez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui a les moyens, qui a les hommes, qui a même l'intelligence nécessaire pour pouvoir rester au pouvoir. Et je vous rappelle que très souvent lors des campagnes électorales, ils utilisent à la fois ces hommes-là, ces moyens de l'État, y compris les véhicules et le reste, pour battre campagne. Donc, dans cette dynamique-là, il est impossible pour l'opposition, si elle ne comprend pas que les choses ne pourront pas bouger, si elle ne se fédère pas, ou si elle ne fédère pas autour d'un idéal commun,
je crois qu'il y a un problème. Mais on a écouté, vous l'avez dit tout à l'heure, le président du PCRN, l'honorable Cabral Libby, dans une interview accordée à une chaîne étrangère, dit qu'il est ouvert, qu'il reste ouvert aux autres formations politiques pour qu'il y ait, même si en interne il y a une sorte de tirage au sort, ce qui n'est pas une voie démocratique véritablement, mais qui est une piste parce que les égos des uns et des autres, parce que justement les égos des uns et des autres empêcheraient que cela se fasse. Donc il faut saluer cette dynamique-là qui amène les uns et les autres à comprendre que n'ayant pas une élection à 2 tours, n'ayant pas un bulletin unique, les choses sont viciées pour que l'opposition ne passe jamais. Alors Bernard Battara, justement, comment comprendre qu'il n'arrive pas à franchir le pas? Parce que Thierry Nopel a rappelé, Cabral Libby a dit qu'il est partant pour une candidature unique, même s'il faut passer par tirage au sort, mais pourvu qu'on fasse quelque chose pour trouver un candidat unique. Il avait dit en 2018. Il y a aussi quand même l'APC qui portée par Jean-Michel Nitieux qui parlait d'une candidature de Maurice Kamto. On voit quand même des hommes politiques qui pensent à ça. C'est un point de vue théorique, mais pourquoi c'est pas pratique sur le terrain? Je vous ai dit tout à l'heure, quand chaque leader, parce que quand quelqu'un crée un parti politique, il se croit directement président. Hein. Il dit qu'il est président, parce qu'il est président d'un parti politique. L'objectif d'un parti politique, c'est arriver au pouvoir, c'est gérer les hommes. Donc, voilà le postulat de départ que j'ai. Est-ce que c'est tous ceux-là qui sont dans la même poursuite? Il y a certains quand même qui veulent des candidatures uniques. Voilà, maintenant, il y a des velléités, il y a des gens qui sont volontaires pour qu'il y ait une candidature unique. Mais il y a des gens, il y a des gros poids qui se disent que... Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Les partis politiques qui sont vraiment représentés, qui ont un certain poids, ne comprennent pas comment ils peuvent aller dans une coalition et se faire phagocyter. Donc il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu. Et vous voyez que ceux qui acceptent aller dans les coalitions, c'est ceux qui cherchent encore des repères, qui cherchent encore une place dans le landerneau politique de l'opposition. Bon, en tout état de cause, je pense qu'il y a quand même des volontés, il y a des velléités de ceux qui pensent qu'on peut s'oublier pour que l'opposition reste inoubliable. Ce qui est conseillé, parce que nous sommes en régime démocratique, et puis les leaders des partis politiques, nous les regardons, nous les électeurs. On souhaiterait que tous les leaders de partis se retrouvent et qu'ils votent celui qui va les représenter, non pas par tirage au sort, mais par vote. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, chacun vote celui qui les mérite, qu'il soit un peu comme le vote du pape. En dehors de toi, qui aimerais-tu qu'il soit pape au cardinal? C'est la question qu'on leur pose. En dehors de toi, qui aimerais-tu qu'il soit pape? Donc chacun écrit le nom de celui qui aimerait qu'il soit président de la République. Et je crois qu'au terme de ça, on peut trouver un consensus, on peut trouver un leader de l'opposition consensuel, non pas passer par le tirage au sort. Vraiment, le tirage au sort en démocratie, ce n'est pas commode dans un régime qui se veut démocratique. Moi, je propose ce vote comme on le fait pour le pape. D'accord. Thierry Nopel, rapidement, si tu vois l'exemple de 92, avec cette coalition qui avait quand même marché autour du président Ni John Frundi, qui a pratiquement bousculé le régime en place à l'époque. Pourquoi on ne fait pas un remède? Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, avec ses penseurs, ont compris que cela a failli basculer. Et se sont donc mobilisés pour s'inscrire dans une dynamique où cela n'arriverait jamais. Oui, effectivement, c'est en cela que c'est des expériences. Ils ont voulu peut-être laisser les choses aller de manière normale. Ils ont compris que s'ils laissent les choses pourraient effectivement basculer. Je vous rappelle que ça bascule 42 ans après. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui paieront certainement de leur poste, de leurs privilèges et de leur prestige. Donc il n'est aucunement question que cela arrive. C'est la raison pour laquelle, dans cette opposition-là, quand vous regardez les têtes
de quelques personnes qui ont été affichées à la une de la Nouvelle Expression, vous vous rendrez compte que Garga Manadi, qui à l'époque était un grand chasseur de baleines, aujourd'hui s'est rangé quelque peu du côté du RDPC. C'est la photo, c'est lui qui est en bas à droite, en bas de Maître Akeremona, pour ceux qui nous regardent. Voilà, merci pour la précision. Donc, aujourd'hui, il s'est rangé parce que nommé par le président Biya au sein d'une institution camerounaise qui est chargée justement de traquer la lutte, en fait de traquer les prévaricateurs de la fortune publique, on en parlera certainement tout à l'heure. Est-ce qu'il a encore les moyens pour faire partie véritablement de cette opposition? Quand vous regardez la posture de Bello Bouba Maïgari, qui a toujours été ministre d'État jusqu'aujourd'hui ou la tête du ministère du Tourisme, quand vous regardez Satiroma, en fait ils sont nombreux. Il y a à côté de cela des personnes qui ont un poids certain, mais qui, au regard de l'actualité actuelle, des faits actuels, ne peuvent pas faire acte de candidature, comme le professeur Maurice Kamto, qui est certainement l'une des figures les plus représentatives de l'opposition camerounaise. Tant que le code électoral est vicié de la sorte, il est clair que ces choses ne bougent pas. S'il ne se fait pas investir par une formation politique comme Maître Akeremona l'a fait avec Univers, je crois que là encore ça sera un problème. Parce que le FCC ne peut pas, en l'état, investir le professeur Maurice Kamto parce qu'il est porté par justement cette formation politique-là. Parce que le FCC, tout comme le MRC, n'a ni conseiller municipal, ni député, parce que l'honorable Michel Nitieux est député sous la bannière du SDF. Donc vous voyez, il y a tout ce jeu qui a été savamment préparé par le parti au pouvoir pour annihiler les efforts de l'opposition. Alors tout ce qu'on analyse là, justement, c'est parce que cette partie de l'opposition veut renverser, on va le dire comme ça, un monsieur qui est président de la République. On l'a vu, j'ai aimé cette une de la Nouvelle Expression, ce visage-là, et à côté, le président de la République. Ça nous amène à embrayer sur la une du Messager qui dit ce matin, est-ce que bien peu, justement, laisser la main? Est-ce que c'est une réelle question aujourd'hui? La question se pose après 42 ans d'exercice. Tout est possible. Tout est possible. Il peut laisser la main si les circonstances lui permettent. Si il est dans des conditions où il ne peut pas exercer le pouvoir, il peut laisser. Pourquoi pas? Pourquoi on pense qu'il ne peut pas laisser? Après 40 ans, on peut quand même laisser le pouvoir. Non, moi je pense que c'est une question qu'on a posée, c'est une question à laquelle on peut donner une réponse simple. Oui, il peut laisser le pouvoir. Il peut passer la main. Mais oui, c'est possible. Pourquoi pas? Thierry Nopé, justement, sur cette question, est-ce que des éléments de réponse? Il peut être amené à laisser le pouvoir, mais Paul Biya ne peut pas laisser le pouvoir. Il peut être amené à laisser le pouvoir, comme Bernard l'a dit tout à l'heure, les circonstances. Vous avez vu, à la une d'un autre journal où on dit effectivement que son long séjour en Europe serait peut-être dû au fait qu'il ait des problèmes de santé, mais je l'ai dit, à son âge, c'est tout à fait normal. Il a plus de 90 ans, il a plus de 90 ans. Je vois pas pourquoi les gens font comme si le fait qu'il ait quelques bobos, quelques maladies à son âge serait un problème. Le président Biya, je l'ai dit et je le maintiens, n'est pas éternel. Même s'il doit mourir à 200 ans, un jour il partira. Donc d'une manière ou d'une autre, si la nature voudrait qu'il ne soit plus là, il ne sera pas là. Mais tant qu'il marche, tant qu'il a la force de résister, on l'a vu en Algérie avec Bouteflika, on l'a vu, dans plusieurs autres pays où les chefs d'État, malgré tout, sont restés au pouvoir, même parfois étant sous une chaise roulante. Donc, tant que le président Biya a la force de continuer, vous le voyez. Est-ce que ça dépend même encore de lui? Parce que ces derniers temps, avec ce fameux appel-là à sa candidature dans certaines localités. Ça toujours. Si vous voudrez par exemple laisser qui voit que le peuple amener l'appel à ce. Mais la preuve, c'est une politique marxiste. Il n'est pas le premier à l'avoir fait. D'ailleurs, il a l'habitude de le faire. Bientôt, vous allez voir des milliers d'appels à candidature, mais tout dépend de lui. Il a la dernière décision. Mais je continue à dire qu'au-delà de cette... Ne nous mentons pas, vous avez vu faire le tour du monde ces derniers jours. Il a parcouru plusieurs pays. On l'avait vu lors de la commémoration en France, du débarquement de Normandie. Vous avez vu comment il était en jambes. Il était acerbe.
il était dans une dynamique dans une perspective d'avenir. Donc, ne nous mentons pas. Le président Biya est candidat à sa propre succession si la nature le permet d'être là. Mais attends, moi, je pense que Thierry ne doit pas être aussi sentencieux. Non. Mais le président Paul Biya a répondu à cette question. En 2025, il va voir s'il peut se représenter ou aller au village. Donc, il peut donner la main, il peut laisser la main. Laisser la main, c'est-à-dire aller au village. Bon, on attend de voir s'il va laisser la main aller au village. Bon, maintenant, c'est un homme. Quand on a 90 ans, on est logiquement malade. Et puis, on pourra être amené. Et il revient maintenant à l'État du Cameroun, à notre constitution, d'être retouché pour éviter qu'on arrive à ce genre de choses. Comment est-ce qu'on peut trouver une constitution adaptée pour qu'on n'ait pas ce genre de situation où quelqu'un passe 40 ans au pouvoir et qu'au terme de 90 ans, qu'il soit encore là. Et je vous conseille de lire la chronique du docteur Essine Monos, justement sur la longévité de Paul Biya au pouvoir, les secrets de Paul Biya dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Alors on va laisser les lecteurs découvrir même le contenu des articles proposés dans la une de la Nouvelle Expression et du Messager. Parlons rapidement de corruption. Thierry Nopin, j'ai vu à la une de votre journal Le Confidentiel, vous dites que le rapport, vous dites que la CONAC est dépassée. La CONAC a publié son dernier rapport sur la corruption la semaine passée, 114 milliards de francs CFA représentant le préjudice subi à l'État du Cameroun du fait de cette gangrène-là. Oui, c'était le 26 septembre dernier. Et un rapport inutile, comme dit l'économie quotidienne par exemple. Oui, parce que s'il fallait dire à la face du monde qu'au moment où on intensifie, on multiplie les efforts pour lutter contre cette hydre, qu'elle continue justement de mieux se porter qu'avant, cela ne servait à rien du tout. Parce que ça nous amène justement à nous questionner sur le rôle de la CONAC, sur le pouvoir de cette institution qui, en fait, avait été mise sur pied pour lutter contre la corruption. Je vous rappelle qu'en 2022, selon leur propre dit, ils étaient à peine à 4,6 milliards de francs CFA détournés. Et ils viennent nous dire, un an plus tard, qu'ils sont à 114 milliards de francs CFA détournés, soit pratiquement un gap de 109 milliards. On se pose la question, on a l'impression que plus on lutte contre la corruption, plus la corruption se porte bien. Mais cette corruption se porte bien justement du fait de ce que, au sein du corps social, les gens ont compris que le poisson pourrit certainement par la tête. Et tant que la tête est pourrie, parce que quand on parle des détournements de deniers publics, on ne parle pas du citoyen lambda, on parle quand même de ces ministres, on parle de ces secrétaires généraux du Sénat, de ces barons du régime qui sont soupçonnés et parfois mis en débat, arrêtés à cause justement de ces détournements de deniers publics. Là, et chacun se dit, mais écoutez, si ceux-là qui sont censés être un exemple de probité morale se comportent de la sorte, nous qui sommes en bas, qu'allons-nous faire? Nous, on va faire comme eux, surtout que cet argent-là ne profite pas, l'argent de nos impôts ne profite pas à tout le monde. Regardez l'état de nos métropoles. Regardez à quoi ressemble la ville de Douala. À se demander à quoi servent les gens qui sont élus. Moi, on vous dirait effectivement que la communauté urbaine de Douala, qui est chargée de la gestion du patrimoine communautaire, n'a peut-être pas de moyens, mais je vous rappelle que cette même communauté urbaine renvoie souvent l'argent au ministère des Finances parce qu'il y a excédent budgétaire. Comment peut-il avoir excédent alors que nous n'avons pas de route? À Koto, par exemple, prenons la localité de Koto, le maire de la ville habite cette localité-là. À quelques mètres de sa résidence, tout le tronçon qu'il emprunte au quotidien est jonché de nids de poules. Et aujourd'hui même, ça se transforme en cratère d'éléphants. Mais rien n'est fait à ce niveau. Aujourd'hui, on verse la porcelaine, il pleut le lendemain, cela part. Qu'est-ce qui est fait au quotidien? C'est un exemple. Quand vous regardez seulement quoi... aujourd'hui, Equinox avait dénoncé les monticules d'ordures qui avaient envahi ce qui restait encore du domicile de feu Françoise Founing. Le lendemain, Isakam a enlevé tout ça. Ça veut dire qu'ils ont les moyens de le faire. Mais ils ne le font pas parce qu'à la limite, ils s'en foutent. Donc, il faudrait que l'on comprenne que tant que ceux qui sont chargés de la gestion de la cité se comportent de la sorte, la corruption se comportera toujours aussi bien.
Et sinon, pire, parce que vous voyez, en un an, il y a quand même un gap de 109 milliards de francs CFA. Donc, vivement que chacun rentre dans l'orthodoxie de la gestion pour que les choses bougent. Mais il devrait servir d'exemple, ceux qui sont chargés de nous gouverner. Aujourd'hui, on parle de la mafia foncière. On accuse les ministres, on accuse les fonctionnaires, on accuse tout le monde. Mais avec ça, où irons-nous? D'accord. Bernard Batana, quelle explication vous pouvez donner à ce phénomène qui se porte de mieux en mieux, malgré toutes ces dispositions qui ont été prises pour lutter justement contre le fléau? La raison d'être de la CONAC, c'est de lutter contre la corruption. Lorsque, au terme de cette année, la CONAC déclare un gap de 114 milliards, c'est un aveu d'échec. Mais la CONAC a échoué. Puisque vous êtes là pour lutter contre la corruption, mais ce que vous faites, c'est de nous faire le rapport de ce qu'il y a 114 milliards. Mais il vous dit justement qu'il faut s'interroger donc. Et la question qu'on se pose, c'est celle de savoir que peut vraiment la CONAC. Est-ce que la CONAC a tous les moyens de lutter véritablement contre la corruption? Peut-être faudra-t-il donner les moyens à la CONAC d'ester par exemple en justice, de traduire en justice. Comme ça, la CONAC aura un certain poids auprès des usagers. Mais lorsqu'on laisse, parce que le rapport de la CONAC n'est qu'indicatif, ils nous disent qu'il y a eu 114 milliards en fumée. Et puis quoi? Et après quoi? On sait qu'il y a eu 114 milliards, c'est fini, on s'arrête là. Mais qu'est-ce que la CONAC devait aller plus loin, de savoir que dans ces 114 milliards, qu'on traque ce qui les ont fait disparaître. Puisque s'ils donnent le rapport, ça veut dire que la CONAC connaît bien les poches de corruption. Qu'on donne à la CONAC le moyen, on va un peu plus loin, le moyen de traduire en justice ceux qui sont convaincus de corruption. Peut-être à ce niveau-là, la CONAC pourra avoir des coudées franches pour lutter contre la corruption. Mais pour le moment, ce n'est qu'indicatif. On a également vu à la une des repères quelques administrations concernées, notamment les travaux publics, le MINAT et les marchés publics. Donc, relativement à cette corruption endémique. Sortons maintenant par notre sujet, Thierry Niopé, en 1 minute, parlons de cette lutte contre les microbes à Douala. Mutation parle d'opération désinfection. Un mot rapidement, cette opération, justement, on en parlait en début d'émission. Il le faut, elle est indispensable, il faut maintenir la pression et je l'ai toujours dit, on ne peut pas mettre en position un gendarme derrière chaque Camerounais. C'est une question de tous et de chacun, que l'on comprenne qu'il est du ressort du devoir régalien de l'État de protéger les personnes de leurs biens, mais nous devons accompagner l'État justement dans une lutte comme celle-là, parce que quand on tue, quand on agresse dans les rues, c'est nous qui en pâtissons. Donc nous, ce sont ces enfants-là viennent de quelque part. Ce sont des enfants des gens, ce sont les frères des gens, ce sont les cousins des gens, ils viennent d'une famille. Donc la famille ait le courage parfois de dénoncer leurs enfants quand il y a échec quelque part. Parce que cela ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont échoué, mais on peut donner toute la bonne éducation à un enfant et un enfant décide de se perdre. Georges Gustave disait que notre environnement fait notre être. Dans les milieux dans lesquels ces enfants avancent, ces enfants bougent, ces enfants marchent, ils peuvent être influencés par leurs camarades et se retrouvent justement à commettre ce genre d'impair. J'ai vu des gens à la fleur de l'âge, ce n'était pas des enfants. Ce qu'on a montré à la face du monde, c'était même pas des adolescents. Ce sont des personnes suffisamment matures qui peuvent utiliser cette énergie du désespoir justement pour se mettre au travail et faire bouger quelque peu les lignes. Donc c'est assez déplorable. Mais il faudrait saluer le travail qui est abattu par les autorités administratives et exhorter que ces dernières continuent davantage à assainir le corps social. Rapidement pour conclure, Bernard. J'ai sillonné quelques quartiers où les forces de maintien de l'ordre sont passées. Il faut dire qu'il y a des avancées notables. Je le disais tout à l'heure, j'ai donné un coup de chapeau aux forces de maintien de l'ordre, parce que dans ces quartiers-là, les rues commencent à respirer. Les rues commencent à respirer du fait de toutes les rafles. Et puis, les citoyens, ils apprécient ça à la juste valeur. Vraiment, il faut qu'ils continuent comme ça. C'est ce qu'ils disent. Merci Bernard Batana, merci Thierry Niopé d'être venu décrypter l'actualité. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis ce matin. Merci à l'équipe technique en régie autour de Emos Fongo. Donc rendez-vous demain pour une autre édition de la revue des Grandes Unes. Restez sur notre antenne juste après nous. C'est 10-12 plus Zénith.